Donc, j'imagine qu'un des trucs qui te permet de faire autant de chaînes en parallèle, c'est que tu n'es pas en train d'apprendre les ficelles de YouTube, puisque tu avais déjà eu une société avant sur laquelle tu avais eu un projet dans ces mêmes domaines qui va bien fonctionner. Donc, la petite particularité à mentionner ici, c'est qu'on ne va pas donner le nom du projet pour des raisons qui seront peut-être plus claires plus tard, mais je serais intéressé de comprendre comment toi, t'as démarré ce premier projet, ce que tu en avais appris, et peut-être les erreurs que t'as un peu le cas de je repars de zéro, je peux refaire un petit peu tout. Qu'est-ce que tu as changé dans ton approche? Bah, alors, je vais raconter un peu comment j'en suis venu à ce métier, parce qu'en fait, c'était pas du tout écrit. Moi, quand j'étais à la fac, je me disais pas, tiens, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des caméras cachées, parce que j'ai commencé par là. C'était pas du tout écrit. Ça s'est fait naturellement. J'ai saisi une opportunité qui s'est présentée à moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler comme consultant dans une SS2I à Paris, comme des milliers de personnes à Paris ou à l'étranger. Et mon travail me plaisait pas, mais il était suffisamment rémunérateur pour que je le fasse correctement. Mais j'avais quand même envie de me casser. Et ce que j'ai fini par faire. Et j'ai eu cette opportunité-là, donc qui m'a été offerte par un ami, de me lancer sur ce projet qui consistait en fait à donner des cours de séduction à un public masculin. Et quand j'ai commencé ce projet, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait à gauche, à droite. Il y avait, je sais pas, on va dire une petite dizaine d'acteurs sur cette thématique, qui avaient plus ou moins de succès. Il y avait des gros sites, des grosses plateformes avec plein d'articles, plein de forums, plein de choses. Et nous, on commençait de zéro. C'est-à-dire que voilà, C'était en quelle année? C'était en 2010. Et comment ça se fait qu'il ait pensé à toi? Tu avais déjà une expérience dans ce domaine? Tu étais vachement fort? Alors voilà, il y a plusieurs choses. C'est que toi, par exemple, quand tu as besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, déjà, tu vas chercher parmi tes connaissances. Donc tu vas dire, ah bah tiens, je connais un tel, il fitterait parfaitement pour ce poste-là. Donc je vais proposer à cette personne. Donc je pense qu'il y a eu de ça. C'était une personne que je connaissais, une relation d'amitié. Donc voilà, on s'est... moi, alors, il y a aussi le fait que il était question de donner des cours de drague à des mecs. Et comment apprendre à faire de belles rencontres dans la vie de tous les jours, quel que soit en fait le moment de la journée, en soirée, peu importe. Mais moi, je passais déjà le plus clair de mon temps à ça. C'est qu'à l'époque, je sortais beaucoup. Je faisais ça depuis mes 18-19 ans. Donc disons que j'ai pas eu à apprendre grand-chose en fait pour endosser ce rôle-là. Ça s'est fait naturellement. Et toi, tu avais développé cette compétence à l'origine parce que tu étais intéressé par le milieu, tu suivais tout ce qui était pick-up artist, etc. Ou c'était un truc qui est venu totalement en interne pour toi, que tu as développé de manière organique? Si tu veux, comme pas mal de mecs, j'étais assez timide quand j'étais adolescent. J'ai eu, on va dire, un début dans la vie amoureuse sur le tard. Quand je dis sur le tard, c'est, on va dire, 18-19, peut-être plutôt 19. Et comme pas mal de gens, en fait, quand tu découvres quelque chose comme ça, tu dis ah mais comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans enfin tu vois, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps en fait. Donc j'ai cherché à rattraper mon temps le plus rapidement possible. Je me suis abreuvé en fait de pas mal de choses. Moi je me souviens qu'à l'époque en fait déjà en fait là je vais parler un petit peu de moi de façon personnelle, mais en fait j'étais assez frustré. Et la frustration, c'est un énorme moteur. Et je voyais, par exemple, autour de moi, j'avais des amis qui traînaient avec moi, qui faisaient le même sport que moi. Enfin bref, il y avait pas de je voyais pas de différence majeure entre nous. Et je voyais que ces mecs-là avaient beaucoup de succès. Et moi, je me dis, mais merde, comment ils font? Comment ils font? Donc j'ai commencé à observer ces mecs-là. Et puis, voilà, par imitation, par mimétisme, je me suis mis dans la roue, en fait, quelque part. Et donc, je me suis retrouvé à développer plein de choses. Et puis, une fois que je suis arrivé à cette étape, qui était vraiment voilà, moi j'étais super heureux d'avoir plus de succès avec les femmes à l'époque. C'était vraiment quelque chose qui me transcendait. Donc après tu continues dans cette direction, tu sors de plus en plus, tu fais des rencontres et ça s'est nourri d'un peu tout ce que j'ai pu trouver autour de gens que j'ai rencontrés en soirée, etc., etc. Et puis effectivement après ça s'est pas fait dans un premier temps, mais c'est vrai qu'après j'ai découvert qu'il y avait une espèce de je vais pas dire c'est pas une secte, mais il y avait un espèce de mouvement en fait sur internet avec les codes, les machins, les trucs et les bidules.
Et ça, en fait, j'ai regardé des choses là-dessus. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Mais je sais que quand j'ai monté ma première société, ça a eu son importance parce que je me suis dit, bah tiens, moi, dans mon expérience à moi, c'était très récent en fait. Le passage de mec timide qui n'a pas de succès, qui est frustré dans sa vie amoureuse, à quelqu'un qui a une vie amoureuse épanouie, c'était tellement proche que c'était super simple pour moi d'aider des mecs en fait à franchir le Rubicon. Tu vois, je suis de l'autre côté, je leur tends le bras et je les aide, quoi. Donc, la première boîte que tu as montée, tu étais tout seul ou tu avais du coup un associé? Non, j'avais un associé et on a démarré comme ça à deux. Et on a eu cette approche en fait qui a été la bonne idée que de faire des vidéos sur YouTube. Et tu as été vraiment un des premiers à le faire dans ce domaine. Ouais. Alors il y avait déjà des gens qui avaient des chaînes YouTube, mais c'était vraiment, 2010, c'est pas le YouTube d'aujourd'hui. Déjà il y avait moins de gens qui regardaient et il y avait aussi beaucoup moins de choses à regarder. Donc on s'est dit quelle est la manière la plus simple pour apprendre à un homme à faire des rencontres. Moi je me suis dit comment moi j'ai appris à faire des rencontres. Par mimétisme. Déjà, c'est important de voir quelqu'un le faire et de dire tiens, ça marche. Ou tiens, parfois ça marche pas aussi, c'est normal. Des fois, ça marche pas. Donc, on s'est mis à faire ça, tout simplement. Je sais que la première vidéo qu'on a fait, on a juste été enregistré C'est pour te dire qu'on a capté le truc petit à petit. On est allé filmer uniquement des images. Il n'y avait pas d'audio. C'est-à-dire qu'on a filmé moi en train de faire une rencontre. Je crois que c'était au Virgin Megastore, d'ailleurs, c'était au Virgin Megastore. Et on a juste pris les images comme des bolos. Parce que là, on s'est dit, tiens, ouais, on va montrer en image que ça marche. Et après, on s'est dit, mais attends, il n'y a pas le son, les gens, ils vont pas savoir ce que je dis, comment je le dis. Et de fil en aiguille, on a fait 2, 3, 4 vidéos, ça a marché tout de suite. Enfin, tout de suite, les vidéos, elles sont allées sur on a tout de suite trouvé notre audience, en fait. On n'a pas eu des scores type Norman, Cyprien, parce que c'est pas une thématique qui intéresse tout le monde. Mais on a tout de suite eu 20 000, 30 000 vues avec plein de gens qui t'encouragent dans les commentaires. Et ça te met du kérosène dans ton réservoir, quoi. Et du coup, après, ce problème du son qui manque, tu fais quoi? T'avais un système de micro qui était ouais, tout simplement. caché. Toi, t'as quelqu'un qui te filme de très loin. Ouais. La caméra, pour ainsi dire, elle est indétectable. C'est une caméra cachée. Et puis moi, je porte un micro scotché sur mes vêtements, scotché derrière mon col avec il n'y a pas de synchro. Tu vois, à l'époque, on n'avait pas d'argent pour se payer des micros HF ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment avec une caméra à 200 balles de la Fnac et un micro à 50 euros, quoi. Et après, tu refais une synchro derrière et voilà, t'as une rencontre en caméra cachée. Et voilà, c'était épatant parce qu'en fait, alors moi je détestais regarder ces rencontres-là parce que c'est toujours bizarre de se voir d'un œil extérieur, mais je comprends que ça plaît parce que même moi, quand je regarde des trucs sur YouTube, tu regardes les trucs d'investigation en caméra cachée, ça a toujours une saveur particulière. Et du coup, ce format-là, il a marché tout de suite, donc vous l'avez reproduit. Tu as une idée de combien de vidéos tu as fait dans cette catégorie? Sur le format caméra cachée, je pense que sur YouTube, j'ai dû en faire pas loin d'une centaine. Je te dis ça de tête comme ça. Mais Ouais. y a parce que j'avais calculé le chiffre parce que j'en ai fait qui était proposé gratuitement, du contenu gratuit, et j'en ai fait aussi sous un format qui était payant. Donc je pense que j'ai fait plus de 300, entre 300 et 400 caméras cachées. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.